On va démarrer sur la petite introduction, comme ça on va, parce qu'on a quand même un gros programme. Je Ah pense que oui, ça en prenne trop de temps. Donc en fait, donc bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de workshop, donc d'atelier Marketing Cloud, et on trouve que la dernière fois on avait fait un exercice qui avait bien plu. On avait eu des super retours et voilà, c'est une fréquence qu'on souhaite mettre sur des cas d'usage concret. Et l'idée, en fait, c'est que vous puissiez en fait repartir avec ce cas d'usage dans votre entreprise ou dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Voilà, donc l'idée vraiment de ce format d'événement, donc des ateliers, c'est que c'est accessible à tous. On essaye, alors vous allez voir, hein, il y a des parties un peu techniques qu'on va essayer de simplifier au maximum. S'il y a des codes, on vous mettra à disposition ces codes pour que vous puissiez vraiment faire du copier-coller sans vraiment avoir nécessairement la nécessité d'apprendre à coder. Je parle pour les plus fonctionnels d'entre vous. Et donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez implémenter ce use case par la suite et comprendre aussi les enjeux de ce use case, donc de gestion du temps réel, de personnalisation, etc. Donc, on va couvrir un petit peu tout ça. Alors, juste aujourd'hui, donc, je suis accompagné donc, de Zakaria et Akram, les co-leaders, hein, du user group. Et donc, on va se répartir donc le temps de parole sur les trois parties donc, de cet événement d'aujourd'hui. On va déjà vous présenter le use case et ensuite, on va découper la session en deux parties. Tout ce qui va consister justement à déclencher reconnaître et déclencher le panier abandonné, et ensuite personnaliser l'email de panier abandonné et orchestrer donc les communications, le suivi avec Marketing Cloud. Donc, on va revoir un petit peu tout ça par la suite. Alors, juste en termes d'introduction, donc le use case qu'on souhaitait aborder aujourd'hui, en fait, c'est un email de relance de panier abandonné. Alors, qu'est-ce que c'est que le panier abandonné? C'est tout simplement quand, en tant que consommateur, vous allez sur un site e-commerce et en fait, vous mettez un article qui vous plaît dans votre panier et en fait, pour différentes raisons, on vous montrera après, vous allez potentiellement l'abandonner. C'est-à-dire que vous allez quitter le site, vous allez fermer la page et donc vous n'allez pas concrétiser cet achat. Et donc, l'idée ici, c'était de voir comment on va pouvoir automatiser la relance d'un email pour justement solliciter le client pour qu'il confirme ce panier. Et donc, on va voir comment personnaliser aussi ce message par la suite. Alors, juste en termes d'avantages du coup pour vous, pourquoi mettre en place ce use case? Donc, tout simplement pour développer le chiffre d'affaires. On va le voir, il y a 2 clients sur 3 qui abandonnent leur panier donc, lors du processus d'achat en ligne. Et donc, le fait d'envoyer cet email de relance va vous permettre d'augmenter indirectement donc la conversion de ce panier, puisque les gens vont revenir sur le panier qu'ils avaient abandonné et donc potentiellement le confirmer dans un deuxième temps, et donc ça va augmenter le chiffre d'affaires. Vous allez aussi donc réengager les prospects et les clients qui sont hésitants, qui sont un petit peu dormants, donc ils ont quitté votre site. Le fait d'avoir une relance, ça va leur permettre de se réengager. Vous allez aussi mieux gérer le temps réel. On va le voir avec la démo de Behavioral Trigger que Zakaria va introduire dans un instant. Et ensuite, vous allez aussi permettre d'apporter une meilleure expérience de marque, et notamment avec l'email, puisqu'en fait, là où dans un panier abandonné, vous avez potentiellement une grande liste de produits, ici, avec l'exemple du carrousel qu'on va vous présenter, vous allez pouvoir mieux aborder la notion de branding à travers l'email et donc focaliser l'effort vraiment sur une expérience un peu plus immersive et contrôlée. Donc, on va voir ça avec Akram juste après. Alors, juste quelques chiffres pour aussi si vous voulez justifier de ce use case à votre management ou même pour vous rassurer. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est une étude qui a été menée sur 11 ans par Salesforce sur 50 millions de clients finaux. Donc, c'est une grosse étude pour le coup, hein. Alors, les chiffres ne sont pas ultra récents, mais bon, ça vous donne en fait un grandeur d'idée, hein, pour vous donner aussi un petit peu des références. Donc, presque 70%, donc c'est le taux moyen des paniers abandonnés, c'est-à-dire que dans 100% de clients qui vont réaliser un panier dans le cadre d'un achat e-commerce, il y a 70% qui vont abandonner ce panier. Et après, on va voir la statistique justement sur le taux de conversion.
Alors, on ne va pas revoir hein, toutes les raisons pour lesquelles les paniers sont abandonnés. Juste le gros chiffre, c'est 61%. C'est donc des coûts qui n'étaient pas prévus en fait forcément ou assez clairs dans le processus. Et dès qu'ils arrivent au niveau du panier, ils ont en fait un effet de surprise, ou alors il manque des informations, ou alors il y a des infos qu'ils n'avaient pas perçues avant. Et donc là, il y a effectivement le panier qui est abandonné. Donc c'est en fait tous ces points-là qui font que le panier est abandonné. C'est autant de raisons que vous allez pouvoir récupérer justement dans l'email de panier abandonné pour rassurer le client, soit sur des services, soit sur des discounts que vous allez pouvoir leur proposer, etc., etc. Donc, on vous laisse les slides, on vous enverra bien entendu la présentation. Et l'idée, c'est que vous puissiez aussi vous inspirer de ce modèle pour concevoir toute la personnalisation qui convient pour réengager vos clients à travers ce use case. Et donc, le deuxième KPI qui est important de retenir, c'est 17,6%, c'est le taux moyen de conversion des paniers abandonnés. C'est-à-dire que sur 100%, donc sur les 70% des paniers qui sont abandonnés, vous pouvez espérer un taux qui va de 10 à 15% généralement. Ça peut aller jusqu'à 20% dans certains. Alors, c'est cross-industrie, hein, bien entendu. Si vous êtes dans le retail, dans l'automobile, dans la manuf, etc., ce n'est pas les mêmes KPI. Ici, on est sur un taux moyen. Mais par contre, encore une fois, ça vous donne un taux représentatif. Donc, pour vous donner aussi des projections de ROI, à savoir de retour sur investissement sur ce use case, à savoir, surtout si vous êtes dans le retail, par exemple, vous pouvez vraiment, si le use case de panier abandonné n'est pas mis en place, espérer un fort retour sur investissement. Alors, et je vais en finir là-dessus. Donc, lors d'un use case de panier abandonné, ici, on va voir qu'on va envoyer un email de panier abandonné. Vous pouvez aller dans les bonnes pratiques jusqu'à 3 emails et ici les séquencer à, on va dire, temps réel jusqu'à 24 heures. Donc, c'est une plage de 24 heures que c'est à vous de définir. Hein. C'est pour des raisons business. Vous pouvez l'envoyer à la fermeture de la page, par exemple. Vous pouvez l'envoyer 1 heure après, 3 heures après. Ou alors, jusqu'à 24 heures, c'est les bonnes pratiques pour le premier email, jusqu'à 2 jours pour le deuxième email et jusqu'à 1 semaine pour le troisième email. C'est des références. Maintenant, tout ça, c'est à vous de voir selon vos ambitions, votre culture d'entreprise et la pression commerciale que vous voulez donner sur ce use case. Et enfin, donc la personnalisation ici, donc voilà, vous avez quelques idées, pareil pour vous, pour personnaliser le contenu. Je vais pas on va accélérer un petit peu. Vous reverrez ça dans les slides, mais ça vous donne encore des idées d'inspiration pour personnaliser l'email que vous construirez. Et encore une fois, on vous laisse les slides pour les bonnes pratiques. Donc, je vais laisser la parole à Zakaria pour parler du behavioral trigger. Yes. Alors, bon, le Behavioral Trigger, c'est quoi? Donc, c'est un module de Marketing Cloud qui a été lancé, je crois que ça commence à dater, je pense, 1 an et demi, 2 ans maintenant, et qui va nous permettre en fait de mettre en place des triggers e-commerce. Donc, 3 aujourd'hui sont gérés. On a le panier abandonné, donc abandonne carte, il manque un T, la navigation abandonnée, abandonne browse, et du coup, la liste des souhaits abandonnés qui est l'abandoned wishlist. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au panier abandonné, mais il faut savoir qu'une fois qu'on a mis en place les prérequis du behavioral trigger de façon générale, on a la capacité d'activer les 3 de façon plutôt simple et instantanée. Voilà. Alors, donc, déjà, on commence par les prérequis techniques. Donc, pour être en capacité d'activer le module Behavioral Trigger, il y a 2 prérequis très importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le tracking collect, ou en tout cas les événements qui vont être déclenchés depuis le e-commerce. Donc, pour le panier abandonné, on a besoin de mettre en place 3 événements qui sont le track cart, le clear cart et le track conversion. Je pense que le nom est assez autoporteur. Voilà, le track cart, ça permet en quelque sorte à votre site e-commerce, on va dire par exemple du Commerce Cloud, à pousser toutes les mises à jour du panier. Donc, le fait que je rajoute un produit, que j'en retire, que je modifie la quantité, ça permet du coup d'envoyer cette information. Cet événement le permet de l'envoyer à Marketing Cloud. Leur clear cart, c'est juste en fait un événement qui dit le client a vidé son panier. Et le track conversion, c'est vraiment au bout, quand le client va plutôt convertir le panier
et confirmer l'acte d'achat. Donc, avec ces 3 événements-là, Marketing Cloud sera en capacité de générer le panier abandonné. Et puis, le deuxième prérequis, c'est le catalogue produit, bien sûr. Donc, c'est toutes les informations sur vos produits, donc le nom, je ne sais pas, la couleur, la description, les prix aussi. Par exemple aussi la disponibilité du produit sur le site e-commerce, etc. Donc, c'est des données qui vont surtout servir à personnaliser votre email. Ouais. Et pour info, alors pour ceux qui travaillent avec des équipes qui sont déjà en place côté e-commerce, vous pouvez des fois leur demander le catalogue produit puisqu'il est souvent déjà existant et juste leur Exactement. donner peut-être le formatage du fichier pour avoir juste les champs qui vous vont pour le mapping. Mais c'est souvent une info que vous pouvez récupérer directement. Exactement. Voilà. Donc, en parlant maintenant, prenant une petite vue un peu architecture et design, donc c'est vraiment très simplifié. Voilà, pour que tout le monde puisse un peu comprendre l'idée. Mais voilà, comme j'ai dit, 2 prérequis. Donc, à la fois le product catalog et les collect events qui partent de Commerce Cloud vers Marketing Cloud. Il faut juste savoir que du coup, pour intégrer le catalogue produit dans Marketing Cloud, on a 2 choix, 2 options d'intégration. La première, c'est du coup d'utiliser les fichiers plats, donc un fichier CSV. Et la deuxième, c'est via l'API de Marketing Cloud qui s'appelle la Streaming API. Donc là, c'est un choix, bien sûr, que vous devez faire avec vos architectes, avec votre équipe IT. Voilà, c'est souvent le CSV qui est choisi, je dirais, pour sa facilité et parce qu'il existe en fait un cartridge Commerce Cloud qui va vous permettre en fait de simplifier la génération de ce fichier-là. Mais l'option API, c'est, on va dire, une option, on va dire, beaucoup plus moderne, notamment lorsque vous avez un middleware, du MuleSoft, par exemple, où là, on va plutôt privilégier l'option API. Et également, côté collect, donc les événements collect, on a 2 façons de le faire. Donc, soit via le collect.js, je pense que c'est la méthode la plus répandue, la plus connue et qui est d'ailleurs la plus historique. Et en fait, ça consiste en quelque sorte à déposer des tags JavaScript, donc du front-end JavaScript sur vos pages e-commerce. Et ça permet du coup de déclencher les événements vers Marketing Cloud. C'est d'ailleurs cette option-là, pour sa simplicité, que je vais vous montrer lors de la démonstration. Et puis la deuxième option, qui est la Collect Tracking API. Et celle-ci, en fait, elle est server-side. En fait, pareil, c'est de l'API, donc à utiliser notamment lorsqu'on a un middleware comme du MuleSoft. Là, j'ai mis en bas 2 liens très importants, vraiment, à lire et à relire. Le premier, c'est le Salesforce Solution Kit qui vous permet en fait et qui décrit vraiment du début jusqu'à la fin ce use case à la fois d'un point de vue business, mais aussi l'architecture, l'intégration, les considérations techniques. Et finalement, bien sûr, l'implementation guide, qui est aussi un document officiel Salesforce, qui va en plusieurs pages, une vingtaine de pages, vraiment rentrer dans le détail de chaque implémentation, à la fois du catalogue, aussi des événements. Et puis, ça vous permettra aussi d'aller un peu plus loin que la démo que je vais vous montrer, à savoir comment je gère la localisation. Si j'ai plusieurs locales sur mon site, comment je gère le multilangue, si je veux que mon email de panier abandonné se traduit automatiquement selon la locale du client, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail pour éviter que la session dure trop longtemps, mais vous aurez tous les éléments en allant directement sur ces liens-là. Petite question, dans la slide d'avant, tu avais mis donc Commerce Cloud sur la gauche. Il y a une question dans le chat qui dit: est-ce possible avec Shopify? Si tu peux préciser un peu le… Oui, du coup, effectivement, Commerce Cloud, on va dire, c'est le produit de Salesforce qui d'ailleurs, en plus, comme j'ai dit, il y a un cartridge qui permet d'accélérer la mise en place du collect.js et l'extraction du catalogue. Mais de toute façon, quel que soit le site e-commerce, donc Shopify, du Drupal ou n'importe quel autre, on va dire, système e-commerce, on a la capacité de le faire dès lors que ce système va être en capacité de déposer des tags JavaScript d'un côté et puis aussi exporter le catalogue vers Marketing Cloud. Entre parenthèses, ce n'est pas toujours le système e-commerce qui doit extraire le catalogue. Des fois, on va dire dans des SI un peu développés, on va retrouver des PIM, par exemple, ou des DAM, etc. Et là, plutôt l'intégration. C'est vraiment une discussion à avoir avec votre architecte d'entreprise pour voir exactement le sens des flèches et quels sont les systèmes à intégrer. Ici, c'est une vision très, très simplifiée, mais qui marche très bien.
Voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Je pense qu'on aura, si jamais on a le temps, on va essayer de les aborder à la fin. Alors, donc, je vais d'abord me connecter sur Marketing Cloud. Est-ce que je suis connecté? Alors, hop. Julien, je te laisse faire le timekeeper. Bien sûr. Comme ça, on laisse à Akram aussi l'occasion de présenter la deuxième partie. Alors, donc là, je suis dans Marketing Cloud. Donc, je vais d'abord aller rapidement pour vous montrer où se situe Behavioral Trigger. Donc, c'est sous Journey Builder. Vous avez le module Behavioral Trigger. C'est vraiment une interface très simple qui vous permet en fait de créer vos événements, en quelque sorte. Donc, ici, j'ai déjà mon panier abandonné qui est ici, qui est déjà créé. Et j'ai aussi créé l'abandon wishlist. Donc, si je veux créer celui qui reste, c'est l'abandon browse. Il suffit de le sélectionner et de le créer. C'est aussi simple que cela. Ici, vous avez aussi la capacité de gérer ce qu'on appelle la session timeout. En gros, combien de minutes, heures avant que le panier se déclenche à la fermeture de la session, donc de la page e-commerce. Et aussi, finalement, rapidement aussi, en fait, quand on rentre dans le panier, dans l'événement, on a à la fois du coup des informations sur le nombre de triggers, d'impressions et de suppressions. Et surtout, ça c'est très important, je vais zoomer un peu, c'est toutes les règles de suppression, suppression rules, qui vont vous permettre un peu de gérer la pression, la saturation, pour éviter de saturer vos clients. Donc, à la fois, ne pas envoyer le panier aux clients qui ont été déclenchés dans les X derniers jours et ne pas déclencher non plus de panier pour les clients qui ont fait un achat dans les X derniers jours. Okay, donc ça va vous permettre en fait de gérer du coup votre pression marketing. Donc ça c'est sur la partie sur le behavioral trigger. Maintenant pour les prérequis, donc ça se passe dans le volet email recommendations. C'est dans ce module là qu'on va configurer le catalogue. Donc email reco. Ensuite donc je vais vous montrer le catalogue qu'on a mis en place. Donc c'est dans reporting. Et je vais me mettre sur le site. Donc, Admin Tools. Et ensuite, c'est ici, donc dans Content Management. Ici, je vais visionner mon catalogue. Donc, nous, on a un catalogue très, très simple avec 4 produits. Le MacBook Air, le MacBook Pro et l'iPhone 13 Red et l'iPhone 13 Black. Okay, en cliquant sur le produit, on a des informations qui sont, du coup, est-ce qu'il est disponible en ligne ou pas. La description, le lien vers l'image, on a le nom du produit, on a son prix avec la devise pour la personnalisation, etc. etc. Donc, c'est une vision très simple, mais sachez que grâce d'ailleurs à l'Implementation Guide, vous aurez à la fois l'ensemble des champs que vous pouvez mettre et aussi la capacité d'en rajouter des champs custom propres à votre catalogue et aussi de pouvoir gérer la localisation. Voilà, donc ça, c'est sur la partie du coup catalogue. Pour vous montrer aussi, je pense, c'est à ce niveau-là, donc dans la partie admin qu'on le configure. Donc dans les options, on choisit le type, donc c'est product catalogue. Ensuite, les attributs, à la fois les attributs, on va dire, standards, et aussi on peut rajouter des attributs custom. Ensuite, ici, par exemple, pour activer la localisation, donc pour notre cas, on va dire, on est resté assez simple, ainsi de suite. Voilà. Et une fois que vous avez donc paramétré votre catalogue, donc les différents champs qui le composent, après, il faut l'uploader. Donc, pour l'uploader, ça se passe au niveau de la partie catalogue ici. Et là, vous pouvez le connecter. Donc, moi, j'ai déjà connecté mon catalogue. J'ai bien mes 4 produits qui ont été importés. C'est vraiment très simple. C'est, par exemple, pour l'uploader via le fichier, ça se paramètre à ce niveau-là. Donc, soit c'est du FTP ou un chargement manuel. C'est aussi possible, je pense, pour déjà le poker ou essayer de tester rapidement ce module. Vous n'êtes pas obligé de faire l'intégration à 100%. Vous pouvez le tester avec un import manuel, tester, vérifier que ça marche, et puis après, vous pourrez automatiser. Donc, voilà, donc c'est à ce niveau-là qu'on le fait. Voilà, donc ça, c'est sur la partie catalogue. Ensuite, sur la partie événements, donc on va les visionner en cliquant sur l'onglet status. Ici, on va retrouver les différents événements dont j'ai parlé. Donc, le track item, il va nous servir, par exemple, pour l'abandon browse.
le track catégorie, le fameux track cart qui est très important, le track clear cart et le track conversion. Okay, avec aussi, vous aurez aussi des informations de type erreur, par exemple, quand vous avez ajouté un produit qui n'existe pas dans le catalogue, donc vous allez le savoir ici. Ça vous permettra aussi de pouvoir débugger. Et voilà, des fois, en fait, sur le site e-commerce, on va trouver des SKU ou des product codes qui n'existent pas dans Marketing Cloud. Donc, c'est remonté à ce niveau-là. Voilà sur, on va dire, la présentation côté Marketing Cloud. Maintenant, je vais vous montrer ici comment on va le mettre en place. Donc, voilà, c'est vraiment, on va dire, pour la simplicité, j'étais très, très light sur ça. Donc, en gros, j'ai juste pris l'exemple ici avec les tags JavaScript où, en gros, on va inclure ici le JavaScript qui pointe vers votre instance à Marketing Cloud, l'instance Marketing Cloud. Et ensuite, c'est très important, c'est en fait de spécifier la subscriber key du client. Donc, moi, j'ai pris celle-ci pour la démo, mais pour vous. Donc, ça dépend. Ça aussi, c'est un point très important de design. Donc, c'est soit l'adresse email, c'est le plus simple. Mais souvent, si vous êtes dans un contexte cross-cloud avec du service cloud connecté à Marketing Cloud via le connecteur, dans ce cas-là, la subscriber key est la person contact ID. Donc, c'est l'ID du contact dans Salesforce. Et donc, en fait, idéalement, il faut être en mesure de pouvoir propager cet ID-là depuis Commerce Cloud pour avoir la vue 360. Donc, ça, c'est vraiment un point très structurant de design à revoir aussi avec vos architectes et votre équipe IT. Voilà, donc ici, très simplement, j'ai ma page principale où je vais du coup mettre l'ID Salesforce. Et puis ensuite, j'ai créé quelques pages de test. Donc, le panier avec 2 produits ici. Ensuite, j'ai fait un deuxième panier avec 2 autres produits. J'ai implémenté le clear cart et le conversion ici. Et on va le tester ensemble. Alors, donc, voilà. Donc, ça, c'est ma fameuse page d'accueil. En cliquant sur ce lien-là, je vais ajouter l'iPhone 13 Red et le MacBook Air dans mon panier. Hop, voilà. Donc là, je suis dans mon panier, j'ai 2 produits. Donc, je reviens dans Marketing Cloud pour vérifier que la synchro fonctionne correctement. Donc, ça se passe toujours, hein, c'est l'onglet Reporting, c'est un onglet que vous allez adorer et utiliser quasi quotidiennement. C'est vraiment avec cet onglet-là qu'on va tester l'intégration. Donc, je me mets sur mon site, je vais dans la partie Contact. Et en fait, ici, ça me permet de faire des recherches. Par exemple, pour ce subscriber key-là que j'ai testé hier pour préparer du coup la démo, ici, on va avoir tout l'historique de type collect sur ce client-là. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il a tous ses produits dans son panier, qu'il a convertis, qui sont devenus du coup, ils sont transformés en achats. Et puis, on a déclenché, donc ici dans la partie Trigger History, il y a eu un panier abandonné déclenché à cette heure-ci concernant ce produit-là. OK. Si je prends un autre client, pareil que j'ai testé hier, le BT2, bon, celui-ci, je crois qu'il ne marche pas. On va mettre 3. Alors, tac, tac, tac. Ah, il y a un underscore 3. OK, hop. OK, il manquait un underscore. Donc voilà, donc ici, je suis dans mon panier, j'ai l'iPhone 13 Red, le MacBook Air. C'est bien le cas, c'est ce qui a été matérialisé, on va dire, en temps réel grâce au tag JavaScript dans Marketing Cloud. Je reviens en arrière, je vide mon panier. Hop, vider le panier. Donc là, j'ai aucun produit dans mon panier. Si je reteste, il n'y a plus rien, le panier a disparu. Je reviens ici. Maintenant, j'ajoute l'iPhone 13 Midnight et le MacBook Pro. Il y a un petit problème ici. Je pense que c'est que 2 produits. On va voir. Hop. Ah non, voilà. Donc, mon panier contient 4, les 4 produits. Donc, voilà. Donc, en gros, l'idée, c'était de montrer que la synchro, elle se fait en temps réel entre votre site e-commerce et Marketing Cloud grâce du coup au collect.js. Si je confirme l'achat, donc là, j'ai confirmation d'achat, normalement, voilà, le panier s'est transformé en un purchase.
OK? Et du coup, c'est important aussi de le savoir, c'est que bien sûr, quand le panier se transforme en achat, ça ne déclenche pas de panier abandonné. Donc, c'est très important de mettre en place les 3 événements, le clear cart, le track cart et le track conversion. Si vous ne mettez pas en place le track conversion, n'importe quel panier, qu'il soit converti ou pas, va déclencher un panier abandonné. Et du coup, ça, c'est vraiment un problème. Également pour le clear cart. Si le client vide son panier, on ne veut pas déclencher de panier derrière. Donc, les 3 événements sont importants à mettre en place. Donc, voilà. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que de mon côté, j'abandonne ma session. 15 minutes après, selon, comme je vous ai montré dans la partie behavioral trigger, on peut paramétrer le session timeout. Donc, selon le session timeout que j'ai paramétré, 15 minutes, 1 heure après, le panier va être considéré comme abandonné et c'est là où, du coup, la dernière étape, ça se passe dans Contact Builder. Donc, dans Contact Builder, on a une data extension qui s'appelle Abandon Cart et je vais vous la montrer. Alors, donc, data extension, donc ici, Abandon Cart. Okay, donc là, dans cette table, elle va être alimentée, comme j'ai dit, par Marketing Cloud de façon automatique, il n'y a rien à faire, avec tous vos nouveaux paniers. Donc ici, j'ai un exemple du coup d'hier avec les 2 subscriber keys, Zaccaria Demo BT, Zaccaria Demo BT2, avec la date. Et ici, c'est le panier. Donc, il n'est pas très lisible. C'est fait exprès par Salesforce pour, on va dire, chiffrer cette donnée-là. Et du coup, une fois que le panier arrive ici, vraiment la dernière étape pour le coup, ça va être du coup dans Journey Builder. On va créer notre parcours de panier abandonné, du coup, on va le créer ensemble. C'est très rapide. Donc, en gros, donc, panier abandonné. En entrée de la date de la journée, je prends du coup la data extension abandon cart. Je décide de filtrer ou pas mes clients, bien sûr. Je programme ma journée à tourner, par exemple, toutes les heures, toutes les 6 heures, à voir avec l'équipe métier, avec le business. Et ensuite, je mets en place mon email. Et bien sûr, comme l'a dit très bien Julien, grâce à Journey Builder, on a la capacité de faire des relances, de faire des décisions, etc. Il y a un petit bug, je crois, d'affichage. Hop, voilà. Donc, on peut imaginer un wait d'un jour avec une relance en cas de non-ouverture de l'email, par exemple, etc., etc. Vraiment, c'est libre à vous d'imaginer votre parcours. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais passer la main à Akram. Juste avant, Zach, il y a des questions dans le chat, notamment sur les prérequis. Est-ce que le client est-ce que c'est un prérequis que le client soit déjà, oh là, ça vient de bouger, soit déjà un abonné Marketing Cloud? Un abonné Marketing Cloud? Non, 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 pas du tout. Donc, dès lors qu'on va capturer son adresse email, on a la capacité, du coup, depuis le site e-commerce, de l'envoyer à Marketing Cloud. Donc, non, non, il n'y a pas d'obligation qu'il soit un abonné au sens un subscriber dans Marketing Cloud. Il va être créé comme subscriber quand on va lui envoyer l'email. Ouais. Donc, les visiteurs et les registered, donc vos contacts sont… Exactement. Donc, les il y a une guests, les question, visiteurs, sont gérés. comment relancer les paniers abandonnés des nouveaux visiteurs pas encore abonnés MC? Tu peux redire la question? Ouais, comment relancer les paniers abandonnés, donc des nouveaux visiteurs pas encore abonnés MC? Je pense que là, c'est la même, quoi. C'est dans la continuité, c'est-à-dire que c'est la même chose, que ce soit un visiteur ou un abonné, quoi. C'est ça. Donc, un visiteur, du coup, qui arrive pour la première fois dans Marketing Cloud sera créé en tant que subscriber et ensuite, on aura la capacité de le relancer via Journey Builder. Et donc, alors, correction pour les non-clients, doublon garantie, car ils auront un contact ID de Salesforce une fois acheté. Il va falloir trouver comment détecter un achat et les nettoyer. Alors, c'est une très bonne question parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on est sur un contexte cross-cloud avec du Commerce Cloud, du Marketing Cloud et du CRM, du Sales Service Cloud, il y a vraiment toute une gestion du client. Quand est-ce qu'on le crée, sous quelle forme. Donc, moi, j'ai vraiment, pour simplifier, j'ai dit qu'il fallait envoyer la subscriber key.
dans un contexte cross-cloud, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien l'ID Salesforce qui est l'ID 360. Donc, il faut s'assurer que quand, par exemple, là, je donne un exemple, que je suis un abonné, un visiteur, j'arrive sur le site e-commerce, je donne mon adresse email, par exemple, pour m'abonner à la newsletter ou quand je fais un guest checkout, par exemple. À ce moment-là, en fait, il faut imaginer une mécanique où ça va créer d'abord un prospect dans Sales Service Cloud. Ça permet de récupérer son ID dans Commerce Cloud avant de l'envoyer à Marketing Cloud. Et si on implémente cette mécanique-là, on n'aura pas de doublon. Mais par contre, si le client il est créé vraiment au bout du funnel lorsqu'il crée son compte et qu'avant, on a propagé l'email à Marketing Cloud, là, effectivement, il y a risque de doublon sûr et certain, bien sûr. Donc, prenez cette, voilà, ayez le temps de réfléchir à comment vous gérez, quel est le cycle de vie d'un point de vue data, de la création et la mise à jour de vos clients entre Commerce Cloud, Service Cloud et Marketing Cloud. Le but étant de ne pas créer de doublons. Voilà. Et donc, il va un peu plus loin dans sa question pour savoir si en jeu de ping-pong API, il est possible de créer le contact, récupérer l'ID et renvoyer l'info pour le compte. C'est ce qu'il faut faire. Mm. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Je parlais tout à l'heure d'avoir une médiation, donc du MuleSoft par exemple, qui permet du coup de Commerce Cloud d'aller créer d'abord l'enregistrement, donc le client ou le prospect dans le CRM, c'est le service, récupérer son ID et ensuite envoyer l'information, du coup la bonne ID à Marketing Cloud. Et si on fait ça, bah, on n'a pas de doublon et on a, je dirais même, une très bonne architecture. On a bien fait. C'est une problématique que vous rencontrerez aussi sur tout ce qui est mobile, application mobile, lorsque vous vous inscrivez ou que vous créez votre compte client. Pour reconnaître si le client existe déjà ou le créer dans le CRM, récupérer l'ID client et effectivement, voilà, on a un petit peu les mêmes problématiques. La gestion en fait, des visiteurs, des guests ou des anonymes, on peut les appeler comme on veut. Effectivement, quel est, d'un point de vue data, en fait, comment on les convertit en prospects clients et surtout, dans un contexte cross-cloud, comment faire en sorte que cet ID 360 soit partagé entre tous les systèmes, à savoir marketing, sales, service et commerce cloud. Et cross-cloud, c'est très important de le garder en tête. L'ID 360, c'est le Person Contact ID qui est l'ID du contact dans Salesforce. Donc, c'est l'ID qui commence par 003. Ouais. Et donc, pour éviter le doublon, il faut s'assurer que cet ID-là soit créé le plus rapidement possible et propagé, partagé par tous les systèmes. Alors, je vois que le temps passe et on a aussi une troisième partie qui est hyper intéressante. Ran, alors on a bien vu que tu avais encore quelques questions hyper intéressantes. Et d'ailleurs, merci. Je continue les réponses par chat. Et puis je laisse Akram reprendre la main. The Goat. On laisse Akram. The Goat of Marketing. Allez, je te laisse partager ton écran, Akram. Yes, merci beaucoup, Zach. Alors, je vais partager mon écran. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi de l'autre côté, les autres. C'est intéressant de pouvoir challenger un peu tout ça. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Super. Donc maintenant qu'on a parlé, que Zach a adressé la partie, j'ai envie de dire la plus difficile, je dirais, en amont, et donc l'intégration pour déclencher les paniers abandonnés. La question se pose à comment on adresse le client via email de panier abandonné classique. Et donc là, si vous voulez pousser un peu le cas d'usage un peu plus loin, on pourrait imaginer utiliser de l'AMP email. L'AMP email étant le email interactif. Donc pour donner un peu de contexte sur l'AMP email, il y a eu une acquisition en 2018, je pense que peut-être la plupart de vous en entend parler, c'est Rebel. Et donc, en fait, l'acquisition de cette entreprise qui faisait de l'email interactif a donné vie à Interactive Emails, donc le bloc Interactive Email qu'on retrouve dans Content Builder, qui est une configuration drag and drop des emails interactifs, qui reste assez limitée, mais qui est faite pour les utilisateurs métiers qui n'ont pas forcément de technicité. Donc ça a répondu on va dire, à
plusieurs sujets ou plusieurs cas d'usage sur notamment l'acquisition de la donnée, la capture de la donnée dans un email. Ensuite, en 2021, on a eu la release de AMP Email. Donc, sachant qu'AMP Email, c'est une technologie qui existait depuis un moment, c'est juste que ça a été intégré maintenant à Salesforce Marketing Cloud. Donc, l'AMP Email, c'est plutôt le langage qui maintenant est autorisé dans Marketing Cloud pour créer des emails interactifs qui peut être assez avancé. Donc, on verra quelques exemples. Donc, l'AMP Email, c'est quoi? C'est un standard qui a été développé par Google et maintenant disponible en open source et qui permet de créer des emails où on peut faire des actions interactives dans l'email et aussi on peut mettre à jour la donnée en temps réel dans l'email. C'est très important à retenir aussi parce que ça peut donner des use cases assez sympas. Donc, comme je vous ai dit, l'AMP est disponible dans Marketing Cloud depuis 2021. Ce qui permet de faire principalement, c'est de l'acquisition donc c'est d'encourager les intégrations dans l'email, que ce soit des intégrations pour consulter du contenu ou pour rentrer de la donnée. Imaginez un questionnaire de satisfaction, un NPS, on peut imaginer plusieurs cas d'usage de survey pour capturer la donnée du client. Ensuite, on a des use cases où on en a besoin plutôt pour mettre à jour les données en temps réel. Donc, typiquement le stock ou ça peut être tout n'importe quoi. Et donc, ça donne une certaine interactivité et ça rend nos contenus toujours c'est-à-dire à jour plutôt que l'email que vous envoyez une fois et qui peut être décalé par rapport à la réalité. Donc, dans les exemples qu'on a les plus connus, c'est par exemple les exemples de carrousel, donc pour naviguer dans l'email, ou des exemples où on sélectionne, typiquement ici, vous voyez à droite, les tailles dans l'email. Donc, c'est vraiment des use cases qui peuvent être sympas, surtout si on rajoute un bon design aussi. Donc, on a parlé rapidement d'Interactive Email et AMP Email. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, Interactive Email, c'est du drag and drop et c'est assez, on va dire, limité. AMP Email, c'est beaucoup de technique, donc ça nécessite du code, mais par contre, ça permet de pousser les frontières assez loin. La question qui pourrait se poser, et légitimement, c'est pourquoi je ferais de l'AMP Email. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'AMP Email, c'est coûteux. C'est-à-dire, en fait, quand on développe l'AMP Email, qui est l'email interactif, il faut imaginer un fallback. Un fallback qui va être affiché pour les clients email qui ne supportent pas cette technologie. Donc, par exemple, Outlook. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'investissement dans le développement de vos emails, ça va être doublé à minima x2. C'est-à-dire, j'ai l'email HTML à développer et j'ai aussi l'AMP email à développer, donc l'email interactif. Sachant que l'AMP email en soi, ça peut être, en fonction du use case, ça peut être très avancé ou simple. Donc, pourquoi on utiliserait l'AMP email d'une manière justifiée? À mon avis, ça reste au cas par cas, mais globalement, j'imagine deux familles d'use case. Le premier use case, c'est comme on a dit, donc l'acquisition de données. Donc, que ce soit pour un questionnaire, que ce soit pour, imaginons le retour, donc un formulaire de retour dans l'email. Donc, il y a énormément d'use cases qu'on peut imaginer où on peut répondre et donner des informations dans l'email. Donc, l'idée étant d'avoir un parcours le moins fractionné et donc avec le moins de rebonds. C'est ça l'avantage de l'AMP Email, c'est que ça enlève les rebonds donc de l'email à une page d'atterrissage, au site, etc., etc. Donc tout est fait exactement dans le même endroit. La deuxième famille d'use case, à mon avis, c'est en ce qui concerne l'interactivité et la factorisation des contenus. On a tous connu à un moment ou à un autre donc nos collègues ou notre métier qui ont beaucoup d'idées et donc qui veulent intégrer dans un même contenu d'email plein de contenus différents. Et donc, ça nous fait un email à rallonge. Donc, ce que ça introduit ici, la technologie AMP, c'est que ça permet de factoriser l'email et de donner des options d'interactivité comme si on était sur un site web et donc de pouvoir naviguer dans l'email, ce qui donne un format assez court et sympa, mais aussi qui répond aux enjeux du métier. Donc,
bien sûr, ces deux cas d'usage, on a en tête le temps réel des données, c'est-à-dire qu'avec l'AMP email, ça nous offre la possibilité d'interroger des bases de données externes et d'avoir en fait des données en temps réel. Donc, je pense qu'on va passer rapidement. Les prérequis techniques, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est supporté par quelques clients email et pas tous les clients email. Donc, Gmail, principalement Yahoo, mail.ru. Et il y a un process de whitelisting qu'il faut avoir avant de le déployer. C'est-à-dire, il faut remplir un formulaire, envoyer un email que vous voulez déployer en production sur des adresses email différentes de plusieurs providers et whitelister votre from email pour que vos clients, en le recevant l'AMP email, ils supportent l'AMP plutôt que tomber dans le fallback. Donc ça, c'est une étape très importante et un prérequis avant de déployer l'AMP email. Maintenant, on va passer à la partie la plus, on va dire, sympa, qui est la démo. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran toujours? Oui. Super. Oui. Alors, pour la démo, donc, Zakaria nous a montré la démo, donc toute la partie un peu en amont avec des intégrations. Donc, dans le cadre de votre email interactif, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi je ferais un email interactif pour un panier abandonné? Ce qui est une question tout à fait légitime. Pourquoi je ne ferais pas juste un HTML classique tel qu'on le maîtrise avec les produits abandonnés? On pourrait aller dans plusieurs idées. On a essayé de retenir quelques idées qui pourraient être intéressantes. Et donc, une des idées, ça pourrait être en fait l'interactivité. C'est-à-dire, quand j'envoie mes produits abandonnés, ils ont été abandonnés. Donc, le client, peut-être qu'il a été réticent ou peut-être qu'il a juste oublié ou peu importe. En tout cas, ce que j'ai besoin de faire, c'est l'inciter avec un degré plus attractif, j'ai envie de dire, et donc, quelque part, lui proposer un contenu qui pourrait un peu susciter son appétit. Et donc, pour ce faire, rien de mieux que d'avoir, par exemple, un contenu interactif, comme on le voit ici. Donc, on a un email classique. Et ensuite, pour explorer nos contenus, on a un contenu interactif où on peut voir plusieurs vues. Donc ça, on l'a tous connu, je pense, à un moment ou à un autre. C'est le fait de pouvoir voir un produit sous plusieurs angles différents. Et surtout, par exemple, quand on parle de l'industrie du textile, et donc, par exemple, des produits shootés en monoproduit avec des produits portés, donc ce qui donne envie aussi de voir un peu le style qu'on pourrait acheter. Et donc, ça donne vraiment envie à ce moment-là d'interagir avec le contenu et d'aller plus loin. Donc, il y a premièrement ce volet-là, donc, comme on le voit ici. Donc, on peut consulter vraiment plusieurs vues et voir nos produits sous différents angles. Le deuxième volet, à mon avis, c'est aussi une incitation par la désirabilité. C'est-à-dire, je sais que les MacBooks sont très peu disponibles. Et donc, typiquement ici, je vais dire au client, il reste 1 en stock ou il reste 0 en stock. Et donc, ça, c'est le côté temps réel qu'apporte l'AMP. C'est-à-dire, je vais interroger ma base de données de stock et je vais afficher en temps réel si le produit est disponible ou s'il est presque épuisé. Ce qui peut pousser le client encore plus à faire une action rapidement. Donc ça, c'est le deuxième volet. Ensuite, on pourrait aller vraiment très loin. C'est-à-dire, en fait, on pourrait même imaginer une sorte d'interactivité dans la découverte du produit, où par exemple, on dit Show Reviews. Donc là c'est si je clique sur le produit, en fait, ça me montre une vue de tous les reviews donc les clients qui ont acheté le produit. Et on sait à quel point les reviews sont très, très importants dans le choix de la décision d'achat. Là, on est d'accord que tu as cliqué dans le mail. Tout à fait. Là, je n'ai pas quitté l'email. Là, j'ai vraiment pas quitté l'email. C'est-à-dire, en fait, je suis dans l'email. Le client, il va le voir comme ça dans sa boîte mail. Il va se dire, OK, je regarde les différentes vues. OK, ça me semble très bien. Je vois que maintenant, il reste deux stocks ici. Par exemple, ça, c'est out of stock. J'ai envie de m'intéresser un peu plus au produit en voyant les reviews des autres clients. Et donc, je vais aller consulter ça. On pourrait imaginer un autre call to action qui va faire revenir à la page d'accueil.
et ainsi de suite. On peut même aller jusqu'à faire un achat directement ici, bon, ce qui est très avancé, mais on pourrait aller dans des use cases vraiment très avancés. Voilà. Et on peut demander sinon, s'il y a encore une hésitation, à être recontacté, à donner son Par exemple, email ou son numéro mobile. Et effectivement, on reste dans un même email. Tout à fait. Mm. Donc là ce qui est important à retenir, c'est que il faut toujours se poser la question de pourquoi je ferais je ferais un IP email qui va me coûter cher. Est-ce que ça apporte une valeur ajoutée par rapport à mon HTML classique? Et aussi les prérequis. Est-ce que j'ai tous les prérequis? Maintenant, si on passe d'un point de vue documentation et quelque part un peu technique, ce qu'il faut savoir sur l'AMP, c'est que vous avez une documentation qui est assez fournie et pas tellement. Donc assez fournie dans le sens, vous avez vraiment toutes les bases théoriques. Maintenant, je trouve que ça manque aussi beaucoup d'exemples dans la documentation. Donc ça c'est dans votre apprentissage, c'est là où vous allez monter en compétences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute la documentation qui détaille un peu comment mettre en place un AMP email sur amp.dev. Et donc, vous avez plusieurs méthodes qui vous expliquent un peu les cas d'usage qu'on peut mettre en place. Voilà, je pense qu'on a fini la démo. Alors, on a des questions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. Super. On va les remonter. Zach, toi, tu as répondu à Lucie. Je crois que c'était à partir du coup d'Alan, hein, me semble-t-il. L'AMP permet de consulter les stocks temps réel lors du shoot de l'email ou c'est maintenu à jour à chaque ouverture? Alors, c'est maintenu à jour à chaque ouverture. Et donc, en fait, quand on interagit avec le contenu, l'avantage de l'AMP, c'est que ça va interroger directement la base et afficher en temps réel à ce moment-là quel est l'état du stock. Donc, en fait, une fois que l'email est ouvert, les infos ne sont pas actualisées. C'est vraiment une photographie au moment de l'ouverture. Ils sont actualisés à chaque fois qu'on ouvre l'email. Donc, si on ouvre l'email aujourd'hui et que le stock aujourd'hui, c'est une quantité, demain, c'est épuisé, on va voir que demain, c'est épuisé et qu'aujourd'hui, il reste une quantité. Autre question, possibilité d'envoyer un formulaire. Et pardon, juste pour rebondir sur ça, ce qui est différent par rapport à l'interactive email. Interactive email, effectivement, je pense que c'est un peu en lisant entre les lignes de cette question, interactive email, c'est à l'envoi. Donc, ce n'est pas mis à jour en temps réel. Autre question possible, est-ce qu'il est possible d'envoyer un formulaire du type survey dans l'email? Bon, pour le coup. Tout à fait. Ça, c'est le use case les plus connus. Donc, c'est 80% des use cases. C'est des formulaires interactifs dans l'email. Après, alors l'enjeu de Marketing Cloud en tant que data marketing platform, ça va non seulement être d'envoyer donc ce formulaire, mais aussi de collecter la data, la métadonnée, donc les résultats des notes, et potentiellement de faire des relances pour les mauvaises notes. Ça, c'est des enjeux déjà qui sont plus intéressants dans la relation client et voilà, dans la satisfaction client. C'est un vrai sujet, hein, les reviews. Maintenant qu'on a couvert tout ce qui est interactive email, AMP email, etc., ça peut être intéressant de voir comment exploiter les NPS, etc. C'est un sujet qui est bien géré avec MC. Intégration avec Salesforce Survey. Alors, Salesforce Survey, je sais que c'était le nom d'une feature qui a été, me semble-t-il, retirée. Par contre, avec email interactive et AMP, vous pouvez en fait intégrer la notion de survie. Les intégrations, toutes les intégrations sont possibles. Est-ce que l'intégration est standard? Non. Oui, côté core, Salesforce Survey voilà. côté core. Ah oui, oui. Donc je ne sais pas si l'intégration, c'est sûr qu'elle n'est pas standard. L'AMP, c'est une technologie open source qui n'est pas propriétaire de Salesforce. Et potentiellement, il pourrait y avoir des accélérateurs, mais il n'y a pas d'intégration standard. Ouais. Alors, la dernière fois qu'on avait vérifié, en fait, effectivement, tu peux intégrer un formulaire Salesforce Survey, donc de core vers Marketing Cloud, mais en fait, dans les métadonnées, dans les notes, dans le modèle de données tel qu'il était conçu au moment où on avait vérifié, en tout cas, on ne pouvait pas exploiter les notes. Voilà. Il y avait une limitation liée vraiment au modèle de données core qui nous empêchait vraiment de faire des relances sur les mauvaises notes. Donc, il vaut mieux le faire avec la technologie Marketing Cloud, où là, effectivement, tu auras moins de limites. Donc, la différence, différence interactive email, pas obligé de stocker dans une DE. C'est énorme.
Ouais, potentiellement, donc effectivement, on n'est pas obligé de stocker dans une DE. On peut directement interroger un service externe, en effet. Alors, je check l'heure, il est 53, on peut encore prendre quelques questions si vous avez. N'hésitez pas à nous dire en tout cas ce que vous avez pensé de ce workshop, si c'était suffisamment clair, trop technique ou si vous avez des remarques constructives. De notre côté, donc la présentation et le recording seront rediffusés. Alors, il faut que je check parce qu'on a une mise à jour OVH et je crois que le site marketingforce.education est down, mais on va le remettre debout rapidement. Et sinon, on va le rediffuser aussi dans le Trailblazer Community Group. Et puis également aussi, si vous avez des fonctionnalités, des idées de workshop, n'hésitez pas à les partager dans le chat. On sera ravis du coup d'organiser un workshop dédié sur vos sujets du moment. Ouais. Je pense que on se challengera un petit peu, mais n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks. Un grand merci à tous et puis à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci. Merci. Merci, c'est super clair. Merci. Merci, Brian. Merci, Youssef. Merci tout le monde.